Agenda 2030, 10 ans déjà, entre espoir et inquiétude, c'est bien le thème de cet entretien pour lequel nous recevons pour vous l'auteur même de cet ouvrage. Elle est avec moi sur ce plateau, je vais lui permettre de se présenter à vous. Madame Kwefa, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors permettez à nos fidèles téléspectateurs de mieux vous connaître. Je suis Kwefa Davitor, la directrice du programme Tous au Nu, un programme qui œuvre pour l'atteinte des ODD et également la vulgarisation des acquis de l'ONU. Nous avons lancé sous peu un ouvrage intitulé Agenda 2030, 10 ans déjà, entre espoir et inquiétude. Merci Madame Kwefa. Alors maintenant que nous vous connaissons assez, nous allons rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes prêts. Moi, je voudrais savoir pourquoi Agenda 2030, 10 ans déjà, pourquoi ce thème? Agenda 2030, 10 ans déjà, c'est un thème qui est d'actualité et qui mérite quand même d'être ventilé parce que l'Agenda 2030, c'est une feuille de route assignée à toutes les nations du monde qui permettra une meilleure prospérité des nations. Donc, l'Agenda 2030 a été adopté en 2015 avec tous les pays membres de l'ONU. Ça a été adopté. Et aujourd'hui, en 2026, nous passons le cap des 10 ans. C'est pourquoi nous avons souhaité quand même faire un bilan à mi-parcours. Et l'échéance n'est plus de 5 ans, mais moins de 5 ans aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons donné ce titre à l'ouvrage. Je voudrais d'abord dire ce qui a réellement motivé cette écriture. C'est lors de nos sensibilisations sur le terrain, nous remarquons que les jeunes ne s'intéressent pas réellement aux enjeux de développement. Et c'est une inquiétude. Et quand nous essayons de leur parler ou d'insister quand même à les éduquer dans ce sens, ils sont très désinvoltes et ne voudraient pas réellement s'adonner au jeu. Alors que très bientôt, ces jeunes dont nous parlons seront à l'œuvre. C'est la relève de demain. Et cette inquiétude a suscité vraiment l'écriture de cet ouvrage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la commémoration également des 10 ans de l'agenda 2030 et nous appuyons sur l'Afrique spécialement. Ok. On a souvent reproché aux ODD, d'accord, Objectifs de développement durable, donc d'être des concepts très théoriques. Ok, décider dans les bureaux des Nations Unies, dans nos analyses, quelles sont les initiatives locales, d'accord, ou citoyennes qui prouvent que cette feuille de route dont vous parlez a vraiment changé des vies sur le terrain. Le Bénin a fait une progression de plus de 14%, ce qui le propulse devant tous les autres pays du monde pour sa rapidité à atteindre les ODD. Ce n'est pas que le Bénin a déjà atteint tous les domaines, tous les objectifs, mais le Bénin a mi-parcours également avec un score de 57,8% sur 100. Donc, le Bénin continue toujours d'œuvrer, mais est très rapide dans l'accélération, dans ses actions. La fierté, là, nous conduit à dire qu'il y a beaucoup d'avancées également en Afrique. En Afrique, dans tous les pays, des actions sont menées pour l'atteinte des ODD. C'est vrai que ce n'est pas forcément dans le même secteur que ces actions sont menées, mais tous les pays militent quand même à donner un épanouissement à leur population. Comme avancé à ce niveau, le leader mondial qui est le Rwanda, qui a une représentation de plus de 60%. ODD 9 également a été remarqué sur tout le continent, avec les infrastructures, avec l'innovation numérique qui jonche un peu le continent. Également, comme avancé, nous pouvons parler de l'ODD 7, où il y a une révolution énergétique pour quand même accéder à une énergie propre. Donc, ces avancées ont quand même été louées et méritent d'être louées, même si tout n'est pas réduisant. Merci beaucoup, Madame Kwefa. Une question de transition pour vous permettre de souffler un peu, mais en attendant, je vous rappelle que nous sommes dans les locaux du restaurant Elite 6 à Godoma, sur le tronçon, je veux dire, de la clinique Bioso que vous connaissez bien évidemment. Comme vous pouvez le constater, c'est un restaurant qui a
un espace livre pour vous, bibliothèque, je veux bien dire. Donc, vous pouvez faire un tour dans ce restaurant Élite, ça s'appelle. Et je suis ici sur ce plateau avec Madame Kwefa Vanessa Davidor, l'auteur de l'ouvrage Agenda 2030, 10 ans déjà. Dites-moi un peu, est-ce que cette première décennie a au moins eu le mérite de créer une prise de conscience globale irréversible, notamment chez les jeunes et dans le monde économique? Effectivement, nous pouvons dire qu'il y a une prise de conscience qui a été très progressive et qui s'accélère de plus en plus sur le continent parce que nous avons des avancées, comme je l'ai dit, mais également les jeunes comprennent plus l'enjeu. Certains jeunes quand même essaient de trouver des solutions en faveur des ODD à travers le continent. Et déjà, nous pouvons dire que au Nigeria, nous avons Israël qui a conçu un kit hydroponique qui consomme à peine 10% d'eau, faisant ainsi 90% d'économie aux populations. Et plus de 150 000 personnes ont déjà testé en 2025 cette solution-là. Également en Éthiopie, on a ce jeune de 14 ans qui a eu l'idée de créer un savon thérapeutique contre le cancer de peau. Et c'est des solutions qui montrent quand même qu'il y a une prise de conscience. Au Bénin également, nous avons des militants ou des acteurs qui œuvrent favorablement comme Anna Seko, qui lutte sévèrement contre la pollution plastique et permettant ainsi simplement que la biodiversité se porte mieux, tout simplement. Donc, il y a des actions et je pense que pour une meilleure prise de conscience, les programmes nationaux de développement doivent également s'aligner sur les objectifs de développement durable. Et le Bénin a fait de son programme, c'est-à-dire le PAG, et il a aligné étroitement sur les objectifs de développement durable. Et nous avons également des actions sur le plan national qui prouvent que réellement il y a lieu d'espérer. C'est ça. Quand je prends le cas du Bénin, je peux donner quelques exemples rapidement, comme l'implantation de la zone industrielle Agro-Tibé, qui a fait booster la croissance jusqu'à 7,5%. C'est incroyable parce que c'est un record depuis 90 jamais vu. Donc, il y a également l'agence de développement de Seven City, le programme H, dans tous les domaines, les cantines solaires. Donc, le Bénin a d'ailleurs fait un choix de l'eurobond, qui est un choix souverain, un choix audacieux, et c'est le premier pays d'Afrique à faire ce choix, d'aller sur les marchés internationaux, demander des obligations essentiellement ODD, qu'on appelle eurobond ODD. Donc, je pense qu'il y a lieu d'espérer. Ok, Madame Fofane, il y a réellement lieu d'espérer. Maintenant, nous avons parlé de tout ce qui a fonctionné. Il faut quand même aussi aborder les retards et les crises qui menacent les objectifs, n'est-ce pas? Donc, pour cela, je vais rappeler que 10 ans déjà pour Agenda 2030, nous sommes actuellement en 2026. Donc, le constat est parfois assez sévère, n'est-ce pas, Madame Fofane? Bien sûr. Alors, en crise géopolitique, urgence climatique qui s'accélère, en quoi ces 10 dernières années ont-elles agi comme un révélateur de nos failles ou plutôt comme un remède, je vais dire? Les premiers défis sont d'abord les défis liés à l'instabilité politique, les défis sécuritaires qui freinent l'élan des pays. Parce que quand il y a déjà un pas qui est fait jusqu'à un certain niveau, quand il y a ces conflits qui viennent, tout est dévasté. Les populations sont déplacées, ça impacte tous les autres domaines comme l'ODD 2, l'alimentation, l'insécurité alimentaire prend un coup. Donc, le premier défi, je pense qu'il est d'abord au niveau de la sécurité et nous devons vraiment y remédier. C'est primordial. Autre défi qu'on peut citer, on peut parler également des défis économiques comme la pauvreté qui persiste, qui n'est pas seulement au Bénin ou en Afrique. La pauvreté est partout dans le monde. Contrairement à ce qu'on croit, la pauvreté est également en Occident et dans d'autres pays, pas que le Bénin. Seulement que au Bénin, nous avons un taux peut-être plus élevé en Afrique comme au Bénin, je vais dire, où beaucoup de gens n'arrivent pas encore à vivre au-dessus du seuil de pauvreté. On parle de plus de 40% de la population africaine, c'est énorme. Donc, un prochain défi que je pourrais vite élucider, c'est le défi climatique qui est également commun au monde entier. Le Bénin
comme l'Afrique, je dirais en général, n'émet que 4% ou moins de 4% des émissions mondiales. Mais l'Afrique souffre beaucoup plus des affres de ces changements climatiques et les promesses qui ont été faites depuis des décennies ne sont pas réellement tenues, comme les 100 milliards de dollars qui doivent être envoyés aux pays africains pour pouvoir quand même pallier à ces effets néfastes des changements climatiques. Donc, ces défis viennent freiner l'élan de ce qui est fait, mais en pleine action, nous allons toujours espérer et continuer à agir pour un meilleur avenir. OK. Alors, Madame Foy, revenons un peu aux ODD que nous avons mentionnés un peu dans la première séquence de cet entretien. Quand nous regardons la situation avec un peu plus de lucidité, on se demande quels sont les ODD, d'accord, qui sont aujourd'hui en zone rouge critique, là où le retard accumulé semble presque impossible à rattraper d'ici 4 ans. Merci, et je serai vraiment franche. Je pense qu'il y a quelques ODD qui sont en zone rouge et il y a vraiment un grand doute à pouvoir les atteindre d'ici 4 ans. Je pense, comme j'ai déjà commencé à le dire, l'ODD 1, qui est d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, n'est pas vraiment atteignable. Si nous devons être réalistes, cet ODD, cet objectif n'est pas atteignable parce que, comme je viens de le dire, plus de 400 millions de personnes vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Et également, au niveau de l'ODD 2, fin zéro, beaucoup de gens sont encore sous-alimentés. On parle de 282 millions de personnes et 100 millions de personnes ont besoin d'une aide très urgente sur le plan alimentaire. Comme je disais, c'est dû également au déplacement, au changement climatique qui viennent dévaster les récoltes. Donc, c'est un peu les 3 ODD pertinents qui sont dans une zone vraiment rouge. Et qu'est-ce qui a coincé selon vous? Est-ce un manque de volonté politique, un défaut de financement ou est-ce que la barre avait simplement été placée trop haute en 2015? Non, je ne dirais pas que la barre a été placée très haute parce que avant les ODD, nous avons eu les OMD qui étaient constitués de 8 objectifs et qui ont quand même eu des failles. Et les ODD viennent corriger ces failles. C'est pas lancé du jour au lendemain, mais ça a été étudié quand même à partir des OMD. Donc, l'objectif ou la barre n'a pas été mise trop haute, mais plutôt c'est le financement qui fait vraiment défaut en Afrique. Et ce financement est lourd parce qu'on parle de 1300 milliards de dollars. C'est énorme. Et ce financement n'est pas forcément dû au manque de compétences de l'Afrique, mais également la dette des pays africains qui alourdit vraiment les efforts. Parce que quand ces pays font des efforts, leurs recettes fiscales servent pratiquement à payer les intérêts liés à ces dettes-là. Donc, ça vient alourdir l'élan pour l'atteinte des ODD. Et au-delà du financement, je dirais également qu'on a un faible taux d'industrialisation en Afrique. Les pays africains n'ont pas encore compris que nous devons transformer nous-mêmes nos matières premières au lieu de les exporter et de venir maintenant payer le produit fini plus cher. Donc, c'est beaucoup de raisons qui amènent quand même à voir que les choses ne bougent pas ou n'évoluent pas. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes actuellement au restaurant Élite et qui nous accueille pour cet entretien dans son espace bibliothèque, comme vous pouvez le constater. Un restaurant assez innovant, situé à Godoma, sur le tronçon de la clinique Bio-So. Vous pouvez venir vous relaxer, prendre le temps de manger, également de lire. C'est l'innovation de ce restaurant. Nous sommes avec Madame Kwefa Vanessa Davito pour le bilan de l'agenda 2030, 10 ans déjà. On revient avec les solutions, Madame Kwefa, face à ce double constat entre espoir et inquiétude. Votre livre n'est pas un rapport de plus, mais un appel à l'action, n'est-ce pas? Bien sûr. Concrètement, comment transforme-t-on l'anxiété actuelle en levier d'action pour les 4 années qui nous séparent de l'échéance?
Effectivement, le livre n'est pas un rapport de plus et c'est d'ailleurs pas un rapport parce que les rapports, les institutions le font suffisamment. Les institutions étatiques, les directions techniques, ce n'est pas un rapport, mais c'est plutôt un condensé d'écrits pertinents et pratiques. Puisque dans le livre, d'ailleurs, 17 experts à travers l'Afrique, qu'il s'agisse de la Mauritanie, de la Tunisie, du Bénin, du Togo, du Tchad, et j'en passe, et ont écrit, ont partagé leurs expériences pratiques et ils ont fait des recommandations. Donc, ils ont vécu déjà certaines situations et c'est à partir de là qu'ils ont eu à faire des recommandations tout en partageant leurs expériences dans divers domaines. C'est très édifiant. Je recommande cet ouvrage vivement pour comprendre les enjeux. Alors, comme solution, il y en a, le livre en propose suffisamment. On peut déjà parler de l'investissement local, puisqu'on parlait de financement, de déficit de financement. Comment pallier à ça? L'investissement local serait un atout, même si ce ne serait pas radical, serait un atout très favorable à travers quand même les ressources fiscales, les ressources naturelles qui sont mieux gérées. Et cette action va permettre quand même d'agir de façon autonome, sans compter sur la dette ou l'aide extérieure. Nous pouvons également parler de la redynamisation de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui a été tout le temps théorique. Dans la pratique, l'exécution n'est pas vraiment réelle depuis plusieurs années. Donc, c'est le moment d'ouvrir, de revoir les bases et que les pays africains de la sous-région s'entendent pour que la circulation des biens des personnes soit réellement effective et moins coûteuse. Parfois, c'est tellement plus coûteux d'expédier une marchandise vers le pays voisin que de l'envoyer ailleurs. Donc, il faut revoir tout ça. Au-delà de ça, je parlerai de la coopération sud-sud, qui est le nouveau modèle. Même si il ne sera pas radical, il y a une transition vers cette coopération. Quand je veux parler de coopération sud-sud, je voudrais parler des pays qui sont passés par les mêmes réalités que les pays africains, mais qui s'en sont sortis valablement, comme le Brésil, la Chine et autres, s'inspirer de leur réalité, puisque c'est pratiquement des pays du Sud qui ont vécu la pauvreté et qui ont conçu des systèmes et qui sont adaptés à leur réalité, qui sont plus proches de nos réalités que les pays occidentaux comme la France, les États-Unis et autres. Les solutions, il y en a. Je pourrais proposer également des leviers stratégiques comme la RSE, la responsabilité sociale, sociétale également des entreprises, la finance durable, l'économie circulaire. Le livre aborde tous ces concepts qui sont très indispensables quand même pour l'essor, pour activer certains leviers d'ici 2030. Dans cet ouvrage, nous faisons d'abord la corrélation entre l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 de l'ONU. Donc, nous avons vu qu'il y a une corrélation très, très étroite qui converge jusqu'à 90%. C'est énorme et c'est un atout pour pouvoir accélérer les choses. Au-delà de ça, je parlais de la culture. La culture a également, comme la religion, les deux concepts là ont une corrélation étroite également avec les ODD. En fait, tout était déjà écrit. La nature, Dieu, à travers la Bible, comme le Coran, a déjà tout institué. Et il faut juste le rappeler. Donc, la transition culturelle, pour moi, est très importante. Aujourd'hui, nous avons déjà un mode de vie que nous avons pu adopter sous des décennies. Donc, c'est pourquoi je parle de transition. Passer à cette transition culturelle permettra quand même d'accéder valablement à l'Eldorado que nous promettons. Quand je parle de culture, je parle du patrimoine immatériel que nous faisons même déjà au Bénin à travers la valorisation de nos cultes, à travers les Vodou Days. Je parle également de l'art culinaire, je parle comment dirais-je, de nos textiles. Pourquoi ne pas les valoriser? Donc, c'est très important selon moi. Je ne suis pas encore experte non plus dans le domaine. J'essaie de marquer ma touche dans mon style vestimentaire. J'espère y arriver et devenir très experte. Donc, c'est des solutions que d'autres ont adoptées en faisant confiance à leurs produits locaux et en les valorisant. Il y a également peut-être deux transitions
que je citerai comme la démographie. La transition démographique est un atout, même si on veut nous faire croire que c'est défavorable, que nous sommes trop nombreux en Afrique, c'est pas vrai, c'est un atout. La population est jeune de plus de 60%. Et nous devons peut-être scolariser, former cette population, les outiller. C'est ce que propose le livre. Pour ceux qui ne savent pas réellement ce que c'est que les enjeux de développement ou les ODD, c'est l'occasion de le connaître, de se procurer cet ouvrage. Et également, une dernière transition, c'est la transition numérique, ce qui nous permet également d'être là aujourd'hui. Et il faut profiter de cette ère numérique à travers le monde pour également tirer son épingle du jeu. Donc, c'est quelques solutions qu'on peut proposer quand même pour l'avancée et l'atteinte des ODD. Des solutions, Madame Rufa, vous en avez, on peut bien le constater. Je sens que ça reste encore à venir, mais moi, je m'en vais vous poser cette question. Si vous aviez aujourd'hui le pouvoir de déclencher 3 chocs d'action dès demain matin, quels seront ces chocs? Citez-vous un peu les chocs d'action que vous pouvez mettre en place si on vous donnait le pouvoir. Les chocs d'action, bon, je dirais activer 3 pôles. Pour moi, l'éducation est indispensable et c'est en cela que nous travaillons depuis 2016. Les oubliés des ODD, c'est les jeunes. Déjà, nous travaillons avec les jeunes de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, c'est les gens que nous avons côtoyés, que nous outillons pour l'avenir. L'éducation permet de résoudre presque tous les problèmes et d'atteindre presque tous les ODD. Sinon, tous les ODD. Sans l'éducation, nous ne pouvons rien faire, rien comprendre et arriver à rien. Pour moi, c'est très indispensable. Et à part l'éducation, je pense que le second levier serait la paix. La paix est indispensable parce que quand il y a la paix, tout va au mieux. Même si tout n'est pas parfait, on est serein, on a confiance, on espère le meilleur. Mais sans la paix, ce qui est fait est détruit. Sans la paix, nous pouvons également arriver à concrétiser quelque chose de durable. Et à part la paix, je parlerai des partenariats. Les partenariats aujourd'hui, nous ne sommes plus en autarcie et aucun pays ne vit en vase clos. Donc, il faut s'ouvrir, accepter les transferts de compétences, les transferts de technologies, s'inspirer des expériences de l'autre, collaborer pour pouvoir évoluer. Donc, pour moi, c'est les 3 leviers indispensables que j'aurais aimé, si j'ai une baguette magique, peut-être appuyer, tout changer comme ça. Éducation, paix, partenariat, c'est bien noté. Nous descendons progressivement vers la fin de cet entretien. Nous sommes avec Madame Rufa Vanessa Davito, je vous le rappelle, auteure de Agenda 2030, 10 ans déjà. L'avant-dernière question pour vous, Madame, dites-nous, l'Agenda 2030, c'est l'affaire des États, mais c'est aussi celle des entreprises et des citoyens. Alors, quel rôle précis chacun doit-il jouer dans cette dernière ligne droite? Oui, effectivement, tout le monde devrait apporter sa pierre à l'édifice. Et le premier acteur, le chef d'orchestre, c'est l'État. L'État qui définit les stratégies, les programmes, qui mobilise parfois les fonds et trace le chemin. Donc, pour moi, c'est indispensable que les États africains puissent avoir à cœur la priorité d'atteindre ces objectifs-là. Autre acteur, c'est les partenaires techniques à divers niveaux qui viennent aider, donner un coup de pouce, insuffler sur les projets et permettre à réaliser les divers objectifs et cet objectif commun qu'on a. Également, les acteurs du secteur privé qui est composé des PME, des entreprises. Et ce secteur privé est créateur d'emplois. Le secteur privé doit innover, doit amener quand même à croire que c'est possible par des solutions. L'innovation, la création d'emplois, pour moi, le secteur privé devrait être garant de ces domaines-là. Un autre acteur, c'est la société civile, qui est composée des ONG principalement. Je pense que les ONG essaient quand même d'œuvrer pour l'atteindre parce que leur rôle, c'est d'abord d'œuvrer pour la sensibilisation
et la concrétisation de ces objectifs. Et je pense que au-delà de ce rôle, ils ont également, ou la société civile a le rôle de demander une redevabilité, c'est-à-dire de suivre les politiques et d'être un observateur de loin de tout ce qui se fait. Et un dernier acteur qui est le principal d'ailleurs, c'est le citoyen. Le citoyen, il se retrouve pratiquement à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la société civile et des autres domaines. Il est permanent et il doit agir parce que avant d'être à ces divers niveaux, il est d'abord un citoyen basique. Donc pour moi, le citoyen est l'acteur principal de cette chaîne et il devient très, très déterminant dans cette sphère-là. Alors, pour terminer avec cet entretien, si nous devions retenir une seule idée forte, d'accord, de votre ouvrage pour aborder les 4 prochaines années avec courage, que serait-elle? Je dirais juste qu'il faut quitter le statut de subisseur pour devenir acteur. Il faut passer au statut d'acteur. Comme je l'ai dit, le citoyen est l'élément primordial et indispensable de la chaîne. Donc, pour moi, l'idée forte serait de dire aux jeunes aujourd'hui, parce que c'est pour eux que l'ouvrage a été créé, c'est pour eux que nous avons voulu mettre les connaissances, le savoir-faire à disposition. Donc, moi, j'ai un appel vibrant à la jeunesse et je leur demande, s'ils ne veulent pas subir encore demain, de passer au mode acteur. Parce que sans l'action, nous ne pouvons arriver à rien. Nous ne pouvons rien faire sans l'action. L'action est primordiale. Et aujourd'hui, la jeunesse est passive et silencieuse. Elle observe de loin, oubliant que demain est proche et qu'ils doivent passer à l'action. Et là, ils ne seront pas outillés. Ils vont rien comprendre de ce qui se passait, de ce qui se passe et vu qu'ils ne s'intéressaient pas à ce qui se passait. Si ces jeunes-là souhaitent savoir comment les sous de l'État sont dépensés, souhaitent savoir comment trouver les fonds de financement, comment participer déjà à petite échelle à l'amélioration des conditions de vie ou à l'épanouissement des populations qui se procurent cet ouvrage. Tout est dit pour comprendre réellement les enjeux des développements autour de l'agenda 2030. Merci beaucoup, Madame Kwefa. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. Mais avant de vous laisser, dites-moi un peu comment se procurer de Agenda 2030. Merci. Pour se procurer l'ouvrage Agenda 2030, 10 ans déjà, entre espoir et inquiétude, je vous recommanderais de vous rendre dans les librairies. À Cotonou, il y a la librairie Notre-Dame, la librairie Savoir d'Afrique, la librairie Rachel, la librairie LBU. À Parakou, nous avons la librairie Logos, la librairie Saint-Paul, qui ont accepté vraiment recevoir cet ouvrage et pouvoir le distribuer. Donc, nous vous recommandons vivement de vous rendre dans ces différentes librairies pour avoir l'ouvrage. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir suivis. Agenda 2030, 10 ans déjà, entre espoir et inquiétude. Vous en savez désormais plus et surtout comment vous en procurer pour répondre à toutes vos questions. J'étais avec l'auteur de cet ouvrage, Madame Kwefa Vanessa Davido. Et c'est le restaurant Élite qui nous a accueillis dans son espace, dans sa bibliothèque, bien sûr. Nous disons merci. Cortès Benet est à la production de ce entretien. Merci de nous avoir suivis et on va se dire à la prochaine.